Après ce que nous avions appelé un trou historique de 150 ans, le linceul apparaît en France en 1353, en Champagne, dans une bourgade du nom de Liret. Le silence qui précède cette réapparition, ce silence de 150 ans, s'explique peut-être par le fait que le premier possesseur du linceul et ses proches descendants n'étaient pas disposés à le rendre puisqu'il provenait du sac de Constantinople, où ne pouvaient le rendre sans s'attirer de gros ennuis. C'est pourquoi on l'aurait tenu caché, c'est une supposition. Mais inversement, à partir de 1353, le parcours du linceul est connu, et ceci jusqu'à nos jours. Donc voici un bref aperçu de son histoire jusqu'à maintenant. C'est le début de la guerre de Cent Ans. Nous sommes à la moitié du XIVe siècle. Dans le fief du preux chevalier Geoffroy de Charny, parent par alliance d'Othon de la Roche. Nous savons que Othon de la Roche est supposé être le croisé qui se serait emparé ou qui aurait pris sous sa responsabilité le sauvetage du linceul. On ne sait pas trop, on ne sait même pas si c'est vraiment lui. Geoffroy de Charny entreprend la construction de la collégiale de Liret, en tout cas, spécialement pour la vénération du Saint-Suaire, du Saint-Linceul, et y installe la précieuse relique, donc, en 1357. L'évêque du diocèse de Troyes, Pierre d'Arcy, soulève alors une polémique, déclarant qu'il s'agit de l'œuvre d'un peintre. C'est une pure invention. Les suites de cette polémique aboutiront à la reconnaissance officielle par l'Église de l'authenticité du linceul. Nous allons le voir plus loin. En 1418, la descendante de Geoffroy de Charny, Marguerite de Charny, et son mari Villers-Sexel emportent le linceul pour le mettre à l'abri de la guerre dans la ville fortifiée de Saint-Hippolyte, à 60 km à l'est de Besançon. Puis elle le transporte à Chimay, dans le Hainaut, en 1449, et à Germolles, près de Mâcon, en 1452. Les raisons de ces mouvements ne sont pas connues avec certitude. Elles sont à trouver dans l'histoire de la famille de Charny et en relation avec le contexte politique plus que troublé de l'époque. Il y a là un intéressant champ d'investigation historique, un de plus. Le Saint-Linceul reste environ 100 ans dans la famille de Charny. L'année 1453 marque un nouveau tournant dans son histoire. Marguerite de Charny, sans enfant, cède le Saint-Linceul au duc Louis de Savoie. La maison de Savoie, future maison royale d'Italie, est alors établie en France, à Chambéry, et la relique est donc installée à Chambéry, dans la chapelle des ducs de Savoie, qui sera dite désormais chapelle du Saint-Suaire. Chose importante, on entend dire souvent que l'Église n'a pas pris position au sujet du Saint-Linceul, mais ce n'est pas exact. En 1471, le pape Sixte IV établit un culte spécial pour le linceul. Et en 1506, le pape Jules II magnifie le culte d'adoration dû au Saint-Linceul en lui dédiant une messe annuelle spéciale fixée au 4 mai, ce qui n'aurait pas pu avoir lieu s'il s'était agi d'un objet un tant soit peu douteux dans son authenticité. Nous reviendrons sur cette importante question de la position de l'Église dans la vidéo 12, intitulée « La pierre d'achoppement ». Pour des raisons liées à l'histoire de la famille de Savoie, le linceul fait un séjour de quelques 6 ans à Nice, de 1537 à 1543. La ville de Nice en garde un souvenir impérissable, toujours vivante aujourd'hui, à travers sa confrérie des pénitents rouges, vouée à la vénération du Saint-Linceul. Cette confrérie, sous l'égide de la Sainte Vierge, se place en défense de la morale traditionnelle, anime des œuvres de charité, des activités culturelles et spirituelles concernant le Saint-Linceul, et manifeste la piété due à cette relique par de solennelles processions dans la ville. Enfin,
La famille de Savoie, ayant transféré son siège de Chambéry à Turin en raison des événements politiques de l'époque, le saint linceul est placé dans cette ville en 1578. 116 ans plus tard, en 1694, une chapelle est édifiée spécialement pour abriter la relique attenante à la cathédrale Saint-Jean à Turin, et cette chapelle est dénommée Cappella della Santa Sindone ou encore Cappella Guarini, du nom de son architecte. 1898 marque un tournant dans la vie du linceul, lorsque l'avocat, le Cavaliere Secondo Pia, avocat italien amateur de photographie, effectue les toutes premières photos du linceul et obtient un cliché qui étonne le monde. Pendant la Seconde Guerre mondiale, craignant pour la sécurité du linceul, le roi Victor Emmanuel III décide de mettre le linceul à l'abri hors de la ville de Turin. Il fut envisagé un moment de le placer sous la garde du Saint-Siège, mais ce lieu même ne présentait pas de solides assurances, dans le plus grand secret, dans la plus grande discrétion, banalement à bord d'une voiture particulière sans escorte apparente. Le 25 septembre 1939, le linceul fut transporté dans un lieu retiré des montagnes d'Italie du Sud, au sanctuaire de Montevergine, et confié, sous scellé, aux religieux de l'endroit. En 1946, à la fin de la guerre, après le référendum par lequel l'Italie choisissait le régime républicain et qui décidait de l'exil de la famille royale, Humbert II, dernier roi d'Italie, avant de quitter son pays, confia à l'archevêque de Turin, Monseigneur Fossati, la charge de réacheminer le linceul à Turin, ce qui eut lieu le 28 octobre 1946. Humbert II mourut en 1983. Par legs du roi, le linceul devint, à cette date, la propriété de l'Église. La relique se trouve à Turin de nos jours encore, sous la garde de l'archevêque de la ville. Le linceul a connu des vicissitudes au cours des 2 millénaires de son existence. Il est tout à fait extraordinaire qu'il soit parvenu indemne jusqu'à nous. En particulier, il a failli brûler à plusieurs reprises, et il a fait l'objet de réparations, bien sûr. En 1532 a lieu le très grave incendie de la Sainte-Chapelle de Chambéry. La châsse d'argent dans laquelle se trouve le linceul commence à fondre. Il est alors plié en 48 épaisseurs, nous l'avons vu, et nous avons vu aussi les conséquences de cet incendie sur l'état du tissu. Ce sont les 2 grandes lignes de brûlure qui le parcourent d'un bout à l'autre. 2 ans plus tard, en 1534, les Clarisses réparent avec autant de minutie que de dévotion les plus gros trous, en y posant des pièces qui apparaissent triangulaires et de couleur plus blanche que le tissu du linceul. Pour consolider la relique, en outre, elles cousent sur l'envers une toile de Hollande. En 1694 est ajoutée une doublure noire. La doublure noire est remplacée par une doublure de soie rouge en 1868. Dans son histoire la plus récente, la plus proche de nous, le linceul a essuyé plusieurs attentats ou tentatives d'attentats. En 1972, un inconnu pénètre par effraction dans la chapelle royale de Turin pour tenter de mettre le feu au linceul, qui sera sauvé grâce à sa protection en amiante. En 1990, au cours de travaux de réfection de la chapelle Guarini, l'autel portant le reliquaire fut arrosé d'essence, et il y fut mis le feu, mais il n'y eut pas de dommages. Mais le 12 avril 1997, très près de nous donc, un très grave incendie détruisit la chapelle Guarini. On constata le départ de 2 foyers simultanément. Le linceul fut sauvé grâce au dévouement et au courage des pompiers de Turin et à la présence providentielle de l'un d'eux en particulier, Mario Trematore. Celui-ci s'acharna à libérer le linceul de la prison de verre dans laquelle il était sur le point d'être détruit par la chaleur.
Il y parvint après de longs moments d'efforts dans le danger. Écoutons la narration de ce drame, particulièrement saisissante, par le héros lui-même. Tout commença le 12 avril 1997 à 10 heures du soir, dit-il. J'étais de repos chez moi. Apercevant de la fumée, j'interrogeai des gens qui m'apprirent que la chapelle Guarini était en feu, et j'en fus très atteint, non pas à cause du linceul que je ne savais rien de lui, d'ailleurs, je le croyais faux à cause de ce que j'avais lu, mais à cause de la chapelle que j'aimais beaucoup, la considérant comme un chef-d'œuvre d'architecture. Je revêtis aussitôt mon uniforme, pris mon équipement, et je partis donner un coup de main aux collègues. J'arrivai là-bas vers 11 heures du soir, il faisait nuit noire, mais l'incendie faisait rage au point qu'on y voyait comme en plein jour. Déjà la coupole s'effondrait, des poutres en feu et de grands blocs de marbre noir tombaient autour de nous, chacun capable de tuer l'un de nous. À ce moment-là, j'entendis une voix qui me donnait des ordres, voix énergique, qui résonnait en moi, mais que personne d'autre n'entendait. Elle me disait « Tu dois sauver le linceul ». Je m'approchai donc du coffre dans lequel il était enfermé, coffre métallique recouvert d'un verre très épais que personne ne pouvait ouvrir. Notre équipement comprenait des pinces et des tenailles pour sectionner les canalisations, mais dans le cas présent, elles étaient inefficaces. La voix dit alors « Il te faut un marteau ». Je pensais évidemment que seul un marteau conviendrait, parce que déjà associé à la passion du Christ. Je demandai à un camarade de m'en chercher un. Il l'apporta. Alors je me mis à frapper de toutes mes forces. J'ai frappé longtemps, longtemps. J'ai donné je ne sais combien de coups, mais en vain, le verre ne cassait pas. Et la voix me dit « Frappe de côté ». Je frappai de côté, et le verre céda. Je pris le coffre dans mes bras. Ma surprise fut de le trouver léger, très léger. Moi aussi je me sentais léger, marchant sans toucher terre. Je ne craignais plus, transporté de joie, une joie qui n'est pas de ce monde. Je portais ainsi le coffre, alors que la chapelle s'effondrait. Des blocs brûlants tombaient autour de moi, qui me sentais invulnérable. Je courais vers la sortie, quand j'entendis des pleurs de petit enfant. Je m'arrêtai pour regarder autour de moi, mais, Dieu merci, il n'y avait pas d'enfant. Les pleurs provenaient de l'intérieur même du linceul. J'arrivai en haut des marches de la chapelle. Se trouvaient sur la place près de 5000 personnes qui m'ovationnèrent parce que j'avais sauvé le linceul. C'est ce qu'on m'a raconté plus tard, car je ne voyais rien, je n'entendais rien, sauf ces pleurs d'enfants sortant du linceul, et je m'évanouis au bas des marches. On me transporta à l'hôpital, où l'on me garda plus d'une semaine. Le bras qui avait frappé le coffre du linceul me fit souffrir très longtemps, mais j'avais reçu une grâce insigne, aimer la relique plus que tout au monde. Je suis transporté d'amour quand j'y pense, et je n'ai qu'un désir, la faire connaître à tous. C'est la fin du récit de Mario Trematore. Ajoutons que l'information judiciaire sur cette affaire a été classée sans suite en juillet 2002. Nous avons distingué jusqu'ici deux grandes périodes de l'histoire du linceul, du 1er au 4e siècle. On peut appeler cette période existence cachée du linceul. De nombreux indices attestent son existence, mais la relique demeure vraisemblablement cachée, peut-être dans le sol de Jérusalem, pour sa providentielle préservation. À l'inverse, deuxième période, du 4e au 19e siècle, donc pendant 15 siècles, c'est une phase complètement différente pour le linceul. Il fait l'objet d'une vénération continue. L'iconographie est abondante et de très nombreuses ostensions ont lieu. Mais depuis la fin du XIXe siècle, prend place une période très différente, avec le début de l'étude scientifique. Alors commence, en effet, l'étude rationnelle, scientifique, multidisciplinaire de la relique. Le linceul devient l'objet le plus passionnément étudié dans le monde. Mais en même temps, s'instaure une contestation systématique, mettant en cause son authenticité.
essentiellement sous l'action masquée de la franc-maçonnerie. Rappelons que de très forts mouvements de pensée, adversaires de la religion, se sont développés tout au long des XVIIIe et XIXe siècles jusqu'à nos jours, imposant leur pouvoir sur la société presque tout entière. Leur ascendant sur les esprits est très profond. C'est un pouvoir de dissolution insidieux qui s'oppose au règne de Dieu sur les âmes. Et lorsque, en 1898, le linceul fait son entrée dans le monde scientifique grâce à la première photographie qui en est faite, il est perçu comme un véritable défi à la pensée scientifique, ce qui est vrai, mais aussi un défi à la pensée rationaliste, naturaliste, anti-religieuse et anticléricale du moment. Il suscite immédiatement un violent déchaînement d'hostilité. Dans cette bataille qui s'engage et où l'honnêteté intellectuelle est trop souvent mise de côté, deux personnalités scientifiques françaises du début du XXe siècle méritent de rester dans notre mémoire. Il s'agit de Paul Vignon, docteur ès sciences naturelles, catholique, et de Yves Delage, professeur d'anatomie comparative à la Sorbonne, personnalité scientifique de grande renommée. Ils étudièrent tous deux les traces ensanglantées se trouvant sur le linceul. Yves Delage était agnostique et réfractaire à toute notion de miracle. Le 23 avril 1902, il effectua la communication de ses travaux et de ceux de Vignon à l'Académie des sciences. Il expliqua que les taches observables sur le linceul se comportaient exactement comme de vraies taches de sang, que l'hypothèse d'une peinture était exclue, ce qui revenait à affirmer que le linceul était authentique. Cette déclaration provoqua un tollé. Une contestation extrêmement violente fut menée par le chimiste Marcellin Berthelot, qui fera radier du compte-rendu de séance la déclaration de Delage. Yves Delage fut poursuivi jusqu'à sa mort par la haine de ses pairs. Il dut finir ses travaux loin de Paris, tandis que plus tard les cendres de Marcellin Berthelot seront transférées par la République au Panthéon. Chose extraordinaire, les négationnistes de l'authenticité du linceul, si soucieux de rigueur scientifique, ne tiennent aucun compte des preuves historiques démontrant son existence dans le passé le plus reculé. Comme quoi la pensée magique se glisse partout. De nos jours encore, l'authenticité du linceul est niée, ou plus subtilement, remise en question, toujours au nom de l'objectivité. C'est pourquoi il est nécessaire, comme nous le faisons ensemble maintenant, de rassembler toutes les données possibles. À partir de cela, nous verrons, dans la vidéo numéro 11, comment se déploie l'impressionnant tableau de la preuve. Plus la vérité est attaquée, plus elle devient brillante. C'est une loi, c'est magnifique et bien rassurant. Une nouvelle restauration de la relique a été réalisée en juin et juillet 2002, sous la direction de Madame Fleury-Lindberg, spécialiste des textiles anciens. La doublure rouge a été retirée, ainsi que les pièces de raccommodage placées en 1654 par les sœurs Clarisse, qui assuraient la consolidation du tissu. Le linceul est depuis lors placé sur un support de tissu et ne peut plus être exposé que déployé. Cette restauration est controversée. En effet, l'on pense que beaucoup d'éléments ont été éliminés du linceul, des dépôts carbonisés, des fils débarbage, des poussières et des fibres indésirables, et avec eux, de la terre, des pollens et peut-être d'autres éléments encore. Ces éléments ont été recueillis et sont conservés, mais on a éliminé une catégorie d'informations capitales, leur situation topologique précise sur le tissu. On a ainsi certainement supprimé des informations précieuses. Cependant, à l'occasion de cette restauration, des prélèvements ainsi qu'un grand nombre de nouvelles photos à très haute définition, selon différentes techniques, des scannerisations ont été effectuées, notamment de l'envers du tissu. Le linceul est conservé sous gaz neutre dans une châsse de verre blindé. Nous arrivons au terme de ce panorama historique. Énumérons synthétiquement les faits dont nous disposons.
que nous avons recueillis. Le linceul apparaît en 33 à Jérusalem. En 340, il est installé dans la basilique du Saint-Sépulcre. En 943, il se trouve à Édesse, puis en 944, il fait son entrée glorieuse à Constantinople où il demeure jusqu'en 1204. Il passe probablement à Athènes vers 1205. Puis, environ 150 ans plus tard, en 1353, il réapparaît en France à Liray. En 1453, il est transféré à Chambéry. En 1471, il fait l'objet d'un culte liturgique, tandis qu'en 1506, une messe annuelle lui est dédiée, fixée au 4 mai. En 1532, toujours à Chambéry, il échappe à un incendie et il est restauré 2 ans plus tard. En 1578, il est placé à Turin, où il se trouve toujours aujourd'hui. En 1898, on a sauté 4 siècles, ont lieu les premières photographies, nous allons revenir sur ce point. En 1978 démarrent d'importantes observations scientifiques par le STURP. Le STURP est une équipe américaine pluridisciplinaire dont nous reparlerons également, qui n'existe plus aujourd'hui. En 1983, il passe propriété du Saint-Siège. En 1988, les analyses au carbone 14 infirment abusivement son authenticité, nous en reparlerons aussi. En 1997, il échappe à un grave incendie, et en 2002, il fait l'objet d'une nouvelle restauration. Nous en avons terminé pour l'histoire du Saint-Linceul. Dans la prochaine vidéo, la numéro 7, nous étudierons le tissu et tout ce qui s'y trouve, et nous découvrirons un grand nombre d'éléments de datation et de reconstitution des faits de la Passion.